Il est des vies qui ressemblent à des romans. Celle de Mado, métisse suédo-camerounaise, est un chapelet de rencontres qui démarre dans un petit village du Cameroun, au bord de la rivière Sanaga, la rivière Rouge et Blanche, et se poursuivent dans un petit village du sud de la France où elle a côtoyé les plus grands artistes du XXe siècle. Eugène Ebodé, bonjour et meilleurs vœux. Bonjour, bonne santé et que tout triomphe dans tout ce que vous touchez. Merci. Brûlant était le regard de Picasso et le titre de votre dernier roman que vous consacrez à Mado Betrache, métisse suédo-camerounaise, un titre qui intrigue. Que fait Picasso dans cette histoire? C'est un génie qui a rencontré beaucoup de monde, mais qui a aussi rencontré une petite métisse venue du Cameroun et qui a atterri par les hasards de l'histoire à Perpignan. Et ce fut une rencontre brûlante, comme je le dis, mais sans les aspects érotisants auxquels on pourrait croire, mais d'une intensité dans l'échange intellectuel, dans le regard qu'on pouvait apporter au dépassement simplement des individualités, mais à l'extension de tout ce qui peut approfondir notre richesse humaine et aussi l'art lui-même, puisque Mado va contribuer à donner un éclat tout particulier au musée de Céret, dont Picasso a offert un chapelet d'œuvres majeures, des coupelles tauromachiques, qui ont donc constitué un fonds important pour ce musée. Alors, l'histoire commence en 1936, à la naissance de Mado, au Cameroun, un père suédois venu retrouver son oncle et une mère camerounaise qui vit dans un petit village au bord de la Sanaga maritime, hein, la rivière que vous appelez la rivière Rouge et Blanche. Mais alors, pourquoi avoir choisi de faire un roman, d'écrire un roman, alors que vous n'aviez que des témoignages, celui de Mado et de certains membres de sa famille, et aucune archive? Je n'avais pas d'archive, mais Mado est une archive ambulante et vivante. Je l'ai rencontré tout à fait par hasard il y a plus de 16 ans à Mouansartou pendant un salon littéraire. Elle avait vu mon nom sur des brochures et il était marqué que j'étais originaire du Cameroun, ce qui est vrai. Et elle a voulu rencontrer son petit frère ou son fils, c'était selon. Alors quand elle est arrivée avec son mari à ce salon à Mouansartou, à côté de Nice, et nous avons passé une journée incroyable, un moment particulièrement intéressant parce que nous étions dans un auditorium de près de 1000 places et qui avait été pris d'assaut et je crois que les échanges étaient électriques quand on connaît les personnalités qui étaient réunies là. Et du coup, Mado est resté toute la journée avec moi et je dois dire que nous ne nous sommes plus quittés. Nous n'avions pas l'intention de nous revoir, mais nos échanges nous ont conduits progressivement. C'était tellement profond. Oui, tellement profond et d'une densité incroyable que l'idée du roman n'était pas une idée que j'ai conçue comme ça. Elle s'est imposée. Elle s'est imposée, exactement. Parce que, en fait, sa vie est un chapelet de rencontres, hein, comme je le disais tantôt. Elle naît Amar, c'est le nom de son père. Oui. Elle devient Boisson après son adoption, les amis de son père qui l'adoptent, puis Pétrache par le mariage. Et puis, il y a ce lien invisible entre elle et vous, le Cameroun, qui est aussi la toile de fond de ce roman. Elle part du Cameroun à une période de grands bouleversements. C'est la guerre. Son père adoptif a choisi de rejoindre la troupe, la petite troupe du général Leclerc. Il n'est pas général à l'époque d'ailleurs. Il est capitaine lorsqu'il arrive au Cameroun et il prend d'assaut la garnison de Douala. Et déjà, Jacques Boisson est de cette entreprise. Et Mado, qui est resté au Cameroun avec sa mère adoptive, celle-ci, la guerre durant, va prendre peur en se disant peut-être que la mère biologique viendra rechercher sa fille et donc il faut s'en aller. Et elle prend la décision d'amener cette jeune petite fille qui, à l'époque, a 7 ans, de l'amener en zone libre. Et donc,
tout un parcours assez incroyable parce que le bateau s'arrête à Casablanca. À Casablanca, il y a les troupes du général Leclerc qui se préparent au débarquement de Normandie. Et en se préparant, Mado et sa mère adoptive arrivent là et le rencontrent presque par hasard à Témara. Et le général de Gaulle est là, venu réconforter les troupes, venu les saluer avant qu'elles ne rallient l'Angleterre et ne fassent le travail que nous connaissons maintenant, qui était un travail très difficile pour libérer la France, l'Europe et le monde. Avec la participation des colonies africaines. Bien sûr, et cette participation est très importante. Et Mado sait que les troupes, elle m'en a parlé, j'en ai discuté souvent avec son mari, qui était très impliqué dans la question africaine, alors qu'il est, lui, d'origine hongroise, mais c'est un homme, un humaniste, c'était un humaniste. Et ils m'ont raconté comment les troupes noires auprès du général Leclerc constituaient 60% de cette armée. Mais à la fin des fins, lorsque le débarquement de Normandie a lieu, il n'y a plus qu'un seul noir, Madembassi, dans cette armée qui était constituée de 60% de ce qu'on appelait les tirailleurs sénégalais. Qui n'étaient pas tous sénégalais, du reste. Hein. Oui, c'était un nom générique. Générique. À Serré, où s'installe Mado, avec son mari qui est dentiste, hein, elle fait la connaissance de tous les artistes, Dali, Picasso, Chagall, Hugues, Gris, Braque, mais elle n'oublie pas ses racines puisqu'elle participe au premier congrès des écrivains noirs. En 56, à la Sorbonne. Un congrès organisé par une Camerounaise également, d'origine camerounaise, oui. Christiane Diop et Alioune Diop, hein, le fondateur de Présence africaine. Oui, il faut les saluer, ce sont des pionniers. Et quand Mado vient en 56 à Paris, c'est effectivement pour se nourrir de tout ce que ces écrivains racontent, de ce qu'ils disent, de ce monde et de la manière dont il fonctionne mal, où on oublie certaines catégories de personnes, ou certaines nationalités, ou certaines races, entre guillemets. Et cette manière de les exclure, Mado ne l'accepte pas. Elle est déjà au cœur d'un dispositif qui est toujours à l'œuvre. Nous ne devons pas accepter l'inacceptable. Alors, elle a une vie culturelle intense. Hein. On rappelait tous les artistes qu'elle a côtoyés et ce regard foudroyant que jette sur elle Picasso. Mais elle a également... Il ne résistait jamais à la vue d'un jupon. Et à la beauté de Mado. Hein. Une vie politique aussi, car à la différence de ses parents adoptifs, les Boissons, elle est pour l'autodétermination des peuples. Il faut rappeler qu'à l'époque, le Cameroun venait de sortir de sa tutelle allemande. Absolument. Le Cameroun avait été divisé et ces divisions ont toujours heurté Mado, qui elle-même, dans sa vie personnelle, a été écartelée. On est là dans un mélange à la fois entre l'existence individuelle et ce qui concerne nos vies collectives. Mado, qui l'a ressenti dans sa chair, n'a jamais accepté les mécanismes de division. Et elle sait que le Cameroun a été écartelé entre les Français et les Allemands et les Anglais. Les Allemands et les Anglais. Et au moment où bouillonne, après la victoire, qui est une victoire collective, l'idée que l'Afrique doit aussi retrouver ses propres cartes, avoir accès au jeu mondial, les choses ne se passent pas de cette façon. Et à la Sorbonne, quand elle écoute les interventions des uns et des autres, et notamment l'opposition entre les Américains, les Noirs américains, et ce qu'on appellerait plutôt la partie francophone des interventions à la Sorbonne, il y a comme un gâchis, il y a quelque chose qui n'est pas réussi. Et malgré le sens diplomatique d'Alioune Diop, il a failli même y avoir un grand divorce qui a été évité de justesse, mais tout montre combien entre des personnalités qui étaient phares, lumineuses, il y avait une lumière noire qui flottait sur Paris durant 3 jours, du 19 septembre 56 au 22 septembre. Il y a eu quelque chose de véritablement impressionnant,
mais qui n'a pas réussi à renverser le sens des choses, notamment le retrait collectif de l'Afrique sur la scène du monde. Alors, Gostar Amar, le père biologique de Mado, à la différence des étrangers qui vivent dans cet ancien protectorat allemand qu'est le Cameroun, parle les langues locales. Hein. Il est même polyglotte, puisqu'il parle 8 langues étrangères, en plus des 5 langues locales qu'il maîtrise. Souhaite fonder une famille avec la mère de Mado. C'est assez étrange comme attitude, parce que ce n'est pas très courant à l'époque. C'est pas courant, mais lui, il se pensait africain. Il avait le sentiment qu'il était des leurs, qu'il était de ces territoires-là, malgré la couleur de sa peau. Et sa proposition de mariage n'a pas été accueillie avec l'enthousiasme qu'il devinait. Du coup, quand il part en Suède en 1939, avec l'idée d'aller juste annoncer à ses parents qu'il a des fréquentations autres que celles qu'ils imaginaient, probablement. C'était d'ailleurs pas la première, hein, parce qu'il avait déjà eu une fille avec une Camerounaise. C'est vrai, et il l'a reconnue immédiatement, mais il n'a jamais réussi à épouser les mères de ses enfants, du moins de la partie africaine. Et du coup, ça a laissé en lui une espèce de sentiment d'inachèvement. Et il va revenir d'ailleurs après la guerre avec une épouse finlandaise avec laquelle il aura 4 enfants, tous nés en Afrique. L'adoption de Mado par les amis de son père, hein, les Boissons, repose sur un mensonge. Parce que la mère, Monica Yaya, n'est pas décédée, contrairement à ce qu'on lui a raconté. Est-ce que la vie de Mado aurait été différente si Gostar Amar, à son retour au Cameroun, puisqu'il revient au Cameroun à la fin de la guerre, avait retrouvé la mère biologique de Mado? Je pense qu'elle aurait été différente. Et vous avez raison de signaler ce moment précis où on ment. Et le mensonge, à la fois en privé et en public, est dramatique. Le mensonge, le refus d'admettre la réalité, tout ce qui nous accable dans cette période ressemble étrangement, quand on lit Le brûlant était le regard de Picasso, à ce que Mado elle-même a constaté de son itinéraire, que son père aussi lui a noté pendant les années 30. Il y avait comme un air de roussi. Il y avait une période, il y a des périodes comme ça où rien ne paraît maîtrisable et rien ne paraît discernable. Et ces périodes-là, eh bien, elles ne sont pas passées. On a le sentiment que nous les vivons également à notre tour. Ça sent la rouille. Et quand ça sent la rouille, ça veut dire que nous sommes dans une période extrêmement délicate de l'aventure humaine. Et là, vous parliez de Mado, une aventure individuelle. Est-ce que sans le mensonge, sa vie aurait été autre? Oui, elle aurait retrouvé sa mère, probablement qu'elle serait revenue à Céret, mais elle n'aurait pas vécu dans une angoisse, dans un mécanisme de déchirement intérieur qui ne permet pas à un être de vivre pleinement son existence, la petite existence qui lui est consentie par le hasard. Je pense qu'elle a toujours eu le sentiment d'avoir été amputée. Et ce livre est une espèce de remembrement, si je puis dire. Et on voit qu'avec tous les artistes qu'elle a vécus, elle le dit aussi, ils l'ont sauvée, ils l'ont remembrée, ils lui ont redonné un corps entier. D'ailleurs, elle refusait que ce corps soit saisi par les sculpteurs ou les peintres, les Matisse et Braque, qui lui demandaient de poser. Elle s'esquivait en permanence pour ne pas s'exposer, pour ne pas être regardée comme une intrusive ou quelqu'un qui voulait profiter des chevalets majestueux qui étaient dressés devant elle. Elle s'esquivait toujours pour que la vérité, la réalité demeure, pas l'artifice. Merci Eugène Baudet. C'est moi qui vous remercie.